Si, il y en a. Bonjour, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce webinaire qui a été préparé par l'équipe du Zero Water. Alors, ce webinaire s'inscrit dans une série qu'on a baptisée 33 minutes pour la planète. Et pourquoi 33 minutes pour la planète? Eh bien, pour partager avec vous nos expériences pour une meilleure utilisation des ressources de cette planète. Alors, le 33 minutes fait référence à la question du docteur, dite 33, c'est le diagnostic. Et on va essayer au cours de ces webinaires sur les différentes thématiques que nous allons vous proposer, eh bien, de partager ce que nous avons comme expérience avec vous et nous l'espérons que vous partagerez également les expériences que vous avez, que ce soit des succès ou des échecs. Les succès, c'est toujours satisfaisant et puis on peut le dupliquer de l'un à l'autre, mais on apprend aussi beaucoup des échecs et ça permet aussi d'améliorer, de s'améliorer et d'être plus efficace pour la préservation des ressources. Alors aujourd'hui, le thème, c'est l'eau. Et pourquoi l'eau? Eh bien parce que demain, nous avons la première journée mondiale, la journée mondiale, pardon, la journée mondiale de l'eau. Alors, elle s'inscrit en fait dans une décision de l'Assemblée générale des États-Unis, qui est en 1992, dans le cadre de l'Agenda 21, a adopté donc cette résolution 47-193 en déclarant le 22 mars 1993 première journée mondiale de l'eau. Et donc tous les 22 mars, depuis cette date, c'est-à-dire ça fait maintenant 26 ans, et la 27e édition aura lieu demain. Il y a cette journée dans le monde consacrée à la préservation de cette ressource. Alors, nous avons décidé de vous proposer ce webinaire la veille de l'événement. Alors, pourquoi? Pour vous l'expliquer, notre intention aujourd'hui, c'est de vous présenter nos travaux, nos expériences. Notre métier, vous le savez, l'équipe du Zero Water, c'est la mesure des énergies et fluides et la mesure dans le but de vous accompagner, vous aider à réduire vos consommations. Notre objectif aujourd'hui et l'action que nous souhaiterions qu'il soit conduite demain pour cette journée de l'eau, c'est effectivement de partager une information autour de vous dans le domaine professionnel, puisque c'est aux entreprises et aux collectivités locales et établissements publics auxquels nous nous adressons de partager une information. Ceci permet de démultiplier les messages auprès des personnes, des interlocuteurs, des collègues, des clients, des fournisseurs, des prestataires et des institutions avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Et nous espérons ainsi pouvoir participer à notre niveau à cette journée mondiale de l'eau. Alors, nous allons nous resituer dans le contexte mondial. Pourquoi cette journée mondiale de l'eau? Eh bien, si vous prenez connaissance du dernier rapport de l'UNESCO, il est encore important de noter qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a encore aujourd'hui 3 personnes sur 10 qui n'ont pas d'eau potable et il y a 6 personnes sur 10 qui sont privées d'installations sanitaires. Voilà, ça c'est pour situer le défi global de l'eau mondiale. Nous avons en France une situation qui est plutôt et largement au-dessus de la moyenne, mais il y a quand même des difficultés. On va évidemment parler des territoires et départements d'outre-mer, et on a aussi en France métropolitaine des villages, des petites villes pour lesquelles la ressource eau, à quelques moments de l'année, pose problème et on n'a plus d'accès à l'eau potable. Ce qui nous paraît à tous aujourd'hui absolument disponible de manière illimitée et en permanence, si nous n'y prenons pas garde, va devenir de plus en plus compliqué, en particulier
à cause de la pollution. Voilà. Alors, pour revenir à notre webinaire aujourd'hui, 33 minutes pour la planète, ce que je vais faire, c'est vous présenter un certain nombre de réalisations, d'expériences que nous avons eues avec un certain nombre d'entre vous. L'objectif aujourd'hui n'est pas d'inventer des nouvelles solutions, mais plutôt partager ce que nous avons fait et les quelques succès que nous avons rencontrés. Et voilà, et de s'interroger sur ce qui est possible de réaliser. Je vais commencer par, quelquefois au cours de cette présentation, par un petit quiz rapide. Ça a deux intérêts. Le premier, de nous interroger sur ce que nous manipulons. Nous parlons de la mesure, bien évidemment. Et également, vous allez voir, vous avez à droite de ce webinaire, sur votre écran, vous avez accès à un chat qui vous permet de répondre à ces questions, si vous le souhaitez bien évidemment, de nous interroger. Avec Coralie, là, on suit donc le fil des discussions et évidemment d'intervenir dans la présentation. L'objectif est que ce soit effectivement vivant et qu'on puisse répondre à vos interrogations. Alors, le premier petit quiz, c'est simple, c'est notre mesure. Nous réalisons nos mesures dans une unité qui est le litre. Et la première question qu'on se pose, c'est quoi un litre d'eau? Un litre de fluide, mais qu'est-ce qu'un litre d'eau? C'est ce qui va nous permettre donc de réaliser ces mesures et donc de mettre en place ensuite des solutions pour la maîtrise. Voilà, donc, je vous laisse quelques instants réfléchir à cette définition. Bien. Eh bien, la définition du litre, j'ai eu cette interrogation et je n'avais pas la réponse pour vous dire avant la préparation de ce webinaire, bien qu'on utilise cette unité de mesure tous les jours. En fait, le litre n'est pas une unité de mesure officielle. Elle est reconnue, bien sûr, dans le monde entier, mais en fait, l'unité de mesure, c'est le mètre cube. Le litre, c'est un volume d'eau ici, pour ce qui nous concerne, qui est contenu dans un cube qui fait 10 cm de côté, donc de 10 cm de longueur, de largeur et de hauteur. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'est mesuré le litre. Et le mètre cube, qui est l'unité internationale de mesure du volume, eh bien en fait, il faut pour ça mettre côte à côte des petits cubes de 10 cm de côté. On en met 10 dans la longueur, 10 dans la largeur et 10 dans la hauteur, ce qui fait 10 fois 10 fois 10, 1000 litres. Voilà l'équivalence. Et c'était un petit clin d'œil sur cette unité de mesure. Bon, maintenant qu'on sait le mesurer, on va regarder comment circule l'eau et en fait quel est le cycle de vie de l'eau depuis la ressource à l'origine, son utilisation sur les réseaux et puis sa restitution en fin de circuit. Alors, il y a 7 étapes qui sont décrites ici, au niveau, on va dire, hélicoptère. La première étape, c'est le puisage de la ressource. Donc, on va chercher la ressource dans les nappes et dans les ressources qui nous sont disponibles. Et effectivement, on verra qu'il y a des disparités entre les différentes régions et le coût de l'eau dont on va parler également, il va être très variable en fonction de la distance à laquelle on se trouve par rapport à cette ressource. La deuxième étape, c'est le traitement de l'eau. Le traitement de l'eau, il s'agit ici de permettre d'éliminer toutes les impuretés et de faire en sorte que l'eau que l'on va consommer soit potable. Donc, c'est cette activité qui est réalisée au niveau du traitement de l'eau. Ensuite, la troisième étape, c'est son stockage. L'avantage de l'eau potable, c'est qu'elle peut être stockée avant la quatrième étape d'être distribuée. Elle est donc distribuée dans les différentes collectivités locales du pays. Elle est consommée par les consommateurs, donc chacun d'entre nous, dans son logement, mais aussi au travail, dans nos activités sportives, les stades, les piscines, bref, tous les types d'utilisation qu'on peut avoir avant d'être
eh bien, évacuer, c'est la 5e étape. On va l'évacuer, l'eau, une fois qu'elle a été consommée, parce qu'elle a été polluée au cours de cette pollution, pour être au cours de la 6e étape, retraitée, dépolluée. Et la dernière et 7e et dernière étape, c'est la restitution de l'eau qu'on a consommée et polluée et nettoyée, on la restitue à la source. Voilà le cycle de l'eau. Nous allons nous intéresser à la 4e étape, c'est-à-dire on va s'intéresser à la distribution de l'eau et son usage dans les logements, les bâtiments, les immeubles de la collectivité locale. Alors, on va pour cela travailler sur des outils de comparaison. Pour ça, on a besoin de savoir quel est l'usage moyen que l'on fait de l'eau. Donc en fait, quel est le volume d'eau qui est consommé par chacun des habitants et par jour. Alors si certains d'entre vous connaissent ce chiffre, n'hésitez pas à nous l'indiquer sur le chat. Hein. Et en fait, cette consommation, elle est calculée par les fontainiers sur une consommation moyenne, en fait, rapportée au nombre d'habitants d'une collectivité locale. Alors, ce volume, il est de 150, là on est en litres, hein, donc 150 litres par habitant et par jour. Ça fait environ 1 mètre cube pour chacun d'entre nous, hein, pour chaque personne, 1 mètre cube par personne et par semaine. Alors pour comment matérialiser, visualiser ce dont on parle, aujourd'hui on a l'eau qui coule directement à nos robinets, mais ça représente quand même un volume. Il suffit d'imaginer 100 bouteilles d'eau. Hein, une bouteille d'eau, généralement, fait 1,5 litre, donc on prend 100 bouteilles d'eau et on l'apporte à la porte d'entrée de notre logement le matin. Si on est 2 personnes, on amène 200 bouteilles d'eau. Ça montre l'importance de cette ressource. Nous, elle est disponible en permanence. On n'y fait pas vraiment attention. Là, ça permet de matérialiser et de se rendre compte de ce dont on parle. Donc, on a ces 150 litres d'eau, mais là, on parle de notre usage domestique au logement de cette eau, alors que nous allons maintenant nous intéresser aux usages professionnels pour pouvoir maîtriser les consommations d'eau dans les bâtiments dont vous avez la charge. Pour ça, on va utiliser un outil de comparaison. Alors pourquoi la comparaison? Eh bien parce que ça permet, à partir de mesures qui sont réalisées pour chacun des bâtiments, de pouvoir calculer des ratios et savoir si on est dans les clous ou on n'est pas dans les clous. On consomme plus que la moyenne, moins de la moyenne. Ça, c'est extrêmement simple. Et l'avantage avec l'eau, contrairement aux énergies, je pense à l'électricité, à la chaleur, au chauffage, c'est que là, le critère pour le calcul de ces ratios est simple, c'est le nombre de personnes. Si je suis dans un immeuble de bureau, je vais compter le nombre de salariés qui sont présents et donc j'aurai un volume d'eau par salarié. Dans une piscine, je vais ramener ça à un nombre de baigneurs. Dans une école, un nombre d'enfants, d'écoliers, de classes et de personnel qui se trouvent dans cette école. Donc en fait, les calculs sont simples à réaliser. On le réalise sur des populations importantes et comme ça, on arrive à avoir une moyenne qui nous permet effectivement de réaliser, nous, ce qu'on appelle le benchmark. C'est en fait la cartographie de ces bâtiments où on va voir sur cette échelle les bâtiments qui sont vertueux, en haut en vert, et ceux qui sont au contraire pour lesquels il y a une consommation qui est anormalement élevée par rapport à leur famille de bâtiments en bas en violet. Alors, l'intérêt ici pour l'eau, il est de se concentrer en fait sur les bâtiments pour lesquels on suspecte le plus de risques de surconsommation, de consommation anormale. Pour ça, et ça, chacun d'entre nous peut le réaliser sur son patrimoine, eh bien, on va comptabiliser l'eau qui est consommée sur ces bâtiments. L'intérêt, c'est qu'on on prend simplement la facture annuelle qui nous est envoyée par le fontainier. Il y a le volume d'eau qui
qui est fourni par mois ou en global sur l'année, et on le divise par le nombre de personnes, on rapporte ça à la population, à la famille de bâtiments, et on va de cette manière-là identifier les bâtiments les plus consommateurs. Sur ces bâtiments-là, ce que l'on trouve souvent, enfin de plus en plus souvent, c'est un système de télérelève qui a pu être généralement posé par le fontainier. Donc je vais citer, bon, on a la chance d'avoir en France deux des leaders mondiaux du traitement de l'eau avec Veolia et Suez. De plus en plus souvent, ils mettent en place un système de radio relevé qui vous permet d'avoir un suivi effectivement de ces consommations. Et l'intérêt ici, c'est qu'on a identifié les bâtiments les plus risqués, on a connaissance des volumes d'eau qui sont consommés sur ces bâtiments et on peut suivre dans le temps l'évolution de ces consommations, identifier des consommations anormales et agir dès lors que l'on a identifié ces consommations anormales. Alors, je vais vous présenter des exemples. Ici, on a une consommation qui est rapportée jour par jour, hein, à partir de la télérelève réalisée par l'un de ces fontainiers sur un bâtiment. On a la consommation qui apparaît jour par jour, donc avec une consommation moyenne que l'on voit très bien. À peu près tous les jours, on consomme à peu près la même chose. Et puis, on a des pointes. Et en fait, ce qui est possible de réaliser, de définir, c'est de dire, voilà, on va poser un seuil haut et qui va être calculé en pourcentage de la moyenne. Si je dépasse de plus de 30%, 50%, 200% la moyenne de consommation, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le bâtiment. Donc, je vais simplement appeler, envoyer un courriel, passer un coup de téléphone, juste pour savoir ce qui se passe et d'où vient cette anomalie. Donc, ça, c'est la technique du seuil haut et d'informer à chaque fois qu'on a cette situation. La deuxième situation, c'est le test du seuil bas. Alors, le test du seuil bas, à quoi est-ce qu'il sert? Il va servir à s'assurer qu'il n'y a pas une fuite d'eau. Si vous dites, prenons un exemple, je considère que au-delà de 50 litres par heure consommés sur ce bâtiment, je suspecte qu'il y a une fuite. À ce moment-là, je vais placer un seuil bas à 50 litres par heure. Et dès lors que j'aurai une consommation continue qui ne revient jamais en dessous de 50 litres par heure, je vais considérer qu'il y a une fuite d'eau. L'intérêt ici, c'est que c'est un calcul qui est extrêmement simple à réaliser et aussi très simple à expliquer. Par exemple, le gardien d'un bâtiment, il se met devant le compteur. Si l'index du compteur tourne en permanence, c'est une suspicion de fuite. Donc, avec les moyens de télérelève, on a effectivement récupéré les mesures, on suspecte une fuite, on prévient le gardien, il va regarder le compteur pour vérifier et de cette manière, il va se rendre compte qu'effectivement, il y a une fuite qui est détectée. Alors ça, c'est intéressant comme procédé. Ça a une limite, c'est que il ne faut pas que l'on arrive à des détections d'anomalies, de fuites ou de messages d'alerte qui soient trop fréquents parce qu'ils sont mal calculés. Ça, c'est une vraie difficulté. Pourquoi? Parce que si l'on voit dans l'exemple que vous avez ici, nous avons un bâtiment sur lequel il y a une surconsommation régulière qui apparaît certains jours, mais c'est lié à une utilisation normale. Par exemple, on a un site avec un nettoyage de véhicules et régulièrement dans la semaine, on vient nettoyer les véhicules, donc on a une consommation plus importante. Là, dans ces cas-là, il faut éviter ce qu'on appelle les alertes intempestives, c'est-à-dire de prévenir et de déranger. Si je reprends mon exemple du gardien, pour lui dire, attention, là, il y a une consommation anormale, il y a une consommation anormale. Donc, il y a quand même à mettre en place un système, on va dire, de connaissance du comportement moyen du bâtiment pour ne plus identifier que les vraies alertes, que les vraies consommations anormales, là, qui est illustré avec le cercle rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour la détection, en fait, de consommation anormale.
et la réaction vis-à-vis de l'établissement, du bâtiment sur lequel on a détecté cette consommation anormale. Tout ceci, pourquoi? Ça a une incidence évidemment sur la ressource. On va essayer de maîtriser ces consommations d'eau. Quand on maîtrise les consommations d'eau, on utilise moins la ressource. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que ça a un impact aussi, un impact financier. Alors, on a ce chiffre-là, 3,70. Alors, 3,70, c'est quoi? En fait, 3,70, c'est le prix moyen de l'eau en France métropolitaine. Donc 3,70 €, ça va dépendre évidemment, ce que je le disais tout à l'heure, ça va dépendre évidemment de la distance à la ressource et du coût des investissements qui sont nécessaires pour le traitement d'eau, à la fois, vous l'avez vu tout à l'heure, pour la captation de l'eau et son traitement pour la rendre potable, et aussi bien pour le traitement en aval, après consommation, pour dépolluer et ramener, retourner l'eau qui aura été traitée et dépolluée pour les ramener à la source. Alors ce coût-là, on le ramène maintenant à notre situation de consommation anormale. Alors là, 270, qu'est-ce que c'est 270? Eh bien, c'est simplement un filet d'eau. Alors, indice 270, un filet d'eau. Là, on va parler de la consommation sur une année de fuite d'eau, de cette fuite d'eau. C'est le volume d'eau en mètres cubes qui est constaté en fin d'année simplement si on laisse couler un filet d'eau. Alors 30 litres par heure, ça fait 270 mètres cubes. Et sur le plan financier, ça engendre une perte de 1 000 €. Alors ça, c'est le coût pour l'établissement, ou pour l'entreprise, ou pour la collectivité. C'est le coût simplement du filet d'eau. Alors pourquoi cet exemple est intéressant? C'est pour illustrer. Nous traitons un nombre important de bâtiments aujourd'hui. Nous surveillons donc ces consommations et ces consommations excessives et anormales. Et on se rend compte que les coûts engendrés par ces situations sont extrêmement importants. Là, on parle de 1 000 € pour la plus petite fuite, mais généralement, on est en dizaines de milliers d'euros. Et ça, ce montant est à rapporter effectivement au coût de la résolution de l'anomalie. On va le voir que, évidemment, entretenir un réseau dans une collectivité locale, ça a un coût important, mais la non-réparation des fuites, ça a aussi un coût important, donc il va falloir faire le bilan pour trouver la solution. Alors, maintenant, pour trouver la solution, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une collectivité, on a un réseau et on hérite du réseau qui a une certaine histoire. Hein, et en particulier, l'état du réseau, il est lié à quoi? À la vétusté. Un réseau, s'il a été construit il y a 50 ans, il pose certaines difficultés et des besoins de maintenance et de remplacer. Évidemment, s'il est enterré sous un bitume, c'est plus compliqué encore en termes de surveillance. Et puis, si le réseau est étendu, c'est-à-dire si on a une canalisations qui traversent, par exemple, on a des exemples sur des stades où il y a des centaines de mètres de canalisation enterrés, ça rend l'exercice encore plus difficile. Et une des questions à laquelle on a à répondre, c'est comment est-ce qu'on fait pour localiser l'endroit où on a la fuite d'eau sur la canalisation. Et là, nous sommes en face d'un problème pour lequel, aujourd'hui, nous n'avons pas d'exemple de solution, on va dire, vraiment probante sur l'ensemble des bâtiments. Alors, nous savons bien que la démarche, elle consiste effectivement, dans un premier temps, à rechercher la fuite. Donc, il va falloir la localiser. Dans un deuxième temps, il va falloir la réparer. Et puis, dans un troisième temps, il va falloir surveiller. Alors, la recherche de fuite, c'est une réelle difficulté parce que les fuites qui sont apparentes, l'exemple typique, c'est un presto qui reste
coincé dans un sanitaire. Là, on a un gardien qui fait le tour du bâtiment. Il va voir on l'a prévenu, il va regarder, le presto est coincé, il répare ou fait réparer. Enfin bref, là, c'est une situation qui est simple. La deuxième situation, c'est on voit une flaque d'eau, par exemple un arrosage, un endroit du stade qui est complètement détrempé. Et effectivement, on va comprendre que la fuite est à proximité de là où on voit la fuite d'eau. Par contre, évidemment, il y a des situations où ce n'est pas visible. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est enterré. Et donc là, il va falloir trouver des techniques pour localiser la fuite alors qu'un certain nombre d'entreprises proposent dans un certain nombre de situations. Mais là, on est en face vraiment d'une difficulté de technique et de réalisation pour avoir les équipements, les équipes et les équipements pour pouvoir intervenir. Ensuite, il y a effectivement la phase de réparation, et là aussi, c'est éminemment dépendant du terrain, hein, de la localisation de cette fuite, et là aussi avec des difficultés évidemment, parce que s'il faut traverser, je reprends mon exemple du stade, si on va creuser au plein milieu du stade, ça pose une difficulté, c'est obligé de fermer le stade, en plus du coût que cela représente. Et puis, le troisième point, c'est la surveillance. La surveillance, on l'a vu tout à l'heure, c'est effectivement la bonne pratique de surveiller les comptages. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être simplement le gardien qui jette un coup d'œil au compteur, qui peut le relever. Dans le meilleur des cas, sur les bâtiments qui sont les plus risqués, on va pouvoir poser un compteur divisionnaire sur chacun des départs. Comme ça, au moins, s'il y a une fuite qui est identifiée, on sait sur quel sous-réseau porte la fuite, ce qui va réduire en fait le risque. Et la difficulté ensuite pour localiser la fuite. Et puis la surveillance, c'est aussi évidemment, dans la mesure du possible, la possibilité d'avoir un système qui automatiquement va faire cette surveillance, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin d'une personne qui, chaque matin, va regarder ce qui se passe et puis proposer la solution. Voilà. Voilà pour la présentation des expériences que nous avons réalisées avec un certain nombre d'entre vous, qui nous donnent aujourd'hui, on va dire, un certain nombre de pistes pour améliorer la situation sur la consommation d'eau. Et sur la consommation d'eau. Et ce que je vous propose, on va conclure ce webinaire, ces 33 minutes ensemble, en vous rappelant que notre objectif, c'est effectivement que demain, les uns et les autres, en fonction de notre situation, nous agissions simplement au moins en partageant cette information, des informations, j'espère, qui vous ont été utiles et pertinentes dans cette présentation, qu'on les partage avec nos collègues, avec nos clients, nos interlocuteurs, nos prestataires, avec les institutionnels qu'on peut rencontrer. Bref, que la journée mondiale de l'eau soit au moins utile, hein, juste passer un message, et puis surtout que chacun d'entre vous puisse nous faire part de ses remarques, de ses expériences, de ses succès, tout ce qui va permettre d'améliorer notre démarche au sein de cette initiative Zéro Water. Elle est toujours bonne à prendre. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions qui ont été posées. Donc, je vais juste prendre connaissance des questions. Alors, la première question, elle porte sur les techniques de localisation des fuites. Alors, ici, c'est ce que je disais, nous n'avons pas une expérience suffisante pour pouvoir faire des propositions, au moins de vous indiquer la démarche pour cette localisation des fuites. Ce qu'on vous propose, évidemment, celles et ceux qui ont cette expérience, c'est de nous en faire part et nous rediffuserons l'information aux différents participants.
Alors, la deuxième question porte sur la qualité de l'eau. Alors là, c'est aussi un sujet important qu'on n'a pas abordé. On ne peut pas tout aborder au cours de ce webinaire, mais je note, en fait, nous avons des demandes maintenant sur ces sujets-là, que ce soit la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Est-ce qu'on peut la mesurer et qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin bref, c'est un vrai sujet qui reste à traiter, qui reste ouvert. Ceux qui sont intéressés, évidemment, nous serons avec vous pour travailler, voir quelles sont les solutions techniques qui existent et de quelle manière on peut contribuer à vous les faire partager. Alors, est-ce qu'on peut comparer les factures par bâtiment? Alors, ce que l'on fait en termes de comparaison, tout à l'heure j'ai parlé de benchmark, tous les outils de comparaison, quand on traite nous de la ressource, on va faire des comparaisons sur des quantités, sur des volumes, sur des matières. Hein, nous ne traitons pas à proprement parler du coût de l'eau. Là, il faut s'adresser directement à sa mairie, hein, puisque c'est là que le prix de l'eau est déterminé, enfin, le prix de l'eau en fonction des coûts, évidemment. Donc, pour ce qui nous concerne, on s'attache essentiellement à traiter de la préservation de la ressource, donc en quantité, même si afin de pédagogie, on peut valoriser en multipliant par un prix, vous l'avez vu, de 3,70 €, prix moyen de l'eau. Mais il y a des communes sur lesquelles c'est 2 € et d'autres c'est 5 €. Donc la vérité, c'est plutôt sur chacune des communes sur lesquelles vos bâtiments sont implantés. Alors, question suivante. J'ai une télérelève, est-ce qu'il est possible de la traiter? Alors, si vous avez une télérelève mise en place par votre fontainier, j'ai parlé des deux plus grands acteurs, mais d'autres aussi en proposent, des régies en mettent en place également. Si vous avez cette télérelève, vous avez le moyen informatique de le traiter automatiquement. Et le traitement automatique, c'est ce qui vous permet d'avoir une surveillance sans avoir chaque matin à regarder ce qui se passe. Les logiciels qui sont développés aujourd'hui permettent de faire ça. Donc, si vous avez cette télérelève, sachez qu'il est possible de faire un traitement automatique. Une autre question, je termine parce qu'on arrive à la fin. Dégrèvement sur les fuites d'eau, ça c'est un autre vrai sujet. Alors cette fois-ci financier, mais effectivement, il y a des possibilités de revenir vers son fontainier sur ces sujets-là et on y reviendra. Je vois que le temps est terminé. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis j'espère vous revoir lors de notre prochain webinaire 33 minutes pour la planète. Au revoir.